pour nous donner davantage d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Hazem Badawi, guide touristique. M. Hazem Badawi, bonsoir et bienvenue avec nous. Monsieur Hazem Badawi. Bonsoir, Dama, le son est très mauvais. Je ne sais pas si c'est comme la dernière fois. Bon, j'espère que je puisse vous entendre bien, que je puisse répondre comme il faut. Nous allons faire mieux, de notre mieux, espérons-le. J'aimerais que vous puissiez nous parler, puisque vous nous rapportez toujours les bonnes nouvelles, de cette découverte, la découverte de la tombe oubliée de Thoutmôsis II. Ce trésor qui a été dévoilé, la tombe perdue. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on l'appelle la tombe perdue? Très bien. Tombe perdue, ça c'est juste un nom pour attirer le média. Hein. Ça n'a rien à voir avec tombe perdue et tombe qui n'est pas perdue. C'est juste, il y a à la rive ouest, dans la vallée des rois, il y a encore une autre vallée qui s'appelle Vallée des singes. Il est nommé comme ça parce qu'il y a la tombe de Haï, le successeur de Toutankhamon là-bas, avec des murs qui est décoré par des singes babouins. Et il y avait une tombe là-bas de Thoutmôsis qui était, comme on l'appelle, perdue. Il doutait que c'est cette tombe ou pas, ou d'autres. Et il paraît qu'ils l'ont confirmé que c'est trouvé il y a 2 semaines, comme vous venez de dire. Et comme je vous avais dit toujours, l'ouest ou Luxor en général, là où il y a plus qu'un tiers des monuments du monde et qui existent à Luxor, et les fouilles sont interminables avec les grands noms comme M. Christian Leblanc, comme Yvan Perrault Alexandrie. Donc les fouilles sont interminables. Et au propos de cette tombe-là, c'est vraiment une découverte parce que comme ça, c'est la dernière tombe, ça c'est le terme le plus juste qu'on dit, la dernière tombe de la 18e dynastie, qui était la famille, on peut dire, la fondateur du nouvel empire 1500 avant Jésus-Christ. C'est pour ça que l'importance, bon, qu'on dit tombe perdue ou pas, ça c'est un nom encore, mais c'est une tombe vraiment qui achève ou qui termine les rois de cette période-là. Pour revenir un petit peu à l'exposition de Tokyo, l'exposition Ramsès et l'or des pharaons, ça me rappelle toujours l'égyptomanie de Paris. Aujourd'hui, on transfère l'égyptomanie vers Tokyo, donc c'est une nouvelle étape importante. Tout à fait, Madame Baha. Je veux vous dire que maintenant, je suis sur un bateau de croisière là où il y a plein de Japonais. Et comme vous savez, les Japonais ou le côté asiatique qui ont arrêté de venir depuis le Covid, maintenant, il vient en masse. Et cette exposition-là de Ramsès II, déjà, il fait le tour du monde depuis un bon moment. Et le système de ces exposés-là, que l'Égypte fait cette sorte d'exposé, quelques pièces très célèbres et très importantes. Ils sortent de l'Égypte, ils font le tour du monde qui dépasse peut-être 5-6 ans. Comme aussi une partie de Toutankhamon, une exposition qui a sorti de l'Égypte, qui a commencé à Bâle et qui circule. Celle de Ramsès II, c'est pareil. Et ce sont les meilleurs représentants de l'Égypte dans ces pays-là. Il fait éveiller et cibler, ou comme on dit, mettre la lumière focalisée sur l'Égypte et quel trésor qui existe. Surtout maintenant, l'Égypte est stable au niveau politique, bien sûr, et c'est connu dans le monde entier. Je vais vous dire, nous sommes à la fin de la saison touristique et il y a bien une quantité de touristes sur le bateau. Je suis un bateau archi plein. Allô? Oui, oui. Allô? Oui, bon, alors, vous m'entendez, madame? D'accord, oui. Alors, cette exposition-là à Tokyo, qui va encore d'ailleurs terminer, je ne sais pas où exactement, parce que je ne suis pas, comme vous savez, je ne suis pas concerné comme officiel de l'archéologie, mais ça va normalement continuer dans d'autres pays pour montrer la gloire de l'Égypte, quelle valeur vraiment riche de l'Égypte, et montrer à tout le monde qu'on est là et ils sont les bienvenus. Le pays est stable. Voilà. Monsieur Hazem Badawi, l'Égypte, c'est la terre des mystères, évidemment, avec toutes les variétés touristiques que nous avons, donc les mystères, l'histoire ancienne. Et il y a des projets ambitieux lancés par l'État de manière à ce que l'Égypte devienne une destination touristique parmi les plus choisies au monde.
quelles sont les étapes ou les démarches entreprises par l'État égyptien de manière à propulser l'Égypte au devant de la scène touristique? Très bien. Je n'ai pas très bien la question, mais je crois que vous voulez que je parle des sites réinaugurés ou les endroits là où on peut faire du tourisme, n'est-ce pas? Non, je parle Madame... tout d'abord de la politique de l'État ou les démarches entreprises par l'État de manière à propulser l'Égypte au devant de la scène, à faire de l'Égypte une destination prioritaire au monde pour les touristes. Pour les touristes, donc si vous parlez de la partie politique en Égypte, ici, madame, n'est-ce pas, madame? Oui, les démarches entreprises, les efforts de l'État. Les efforts de l'État, voilà, maintenant j'ai compris. Alors, c'est d'abord, il y a une rebelle pour réparer les sites archéologiques. Ici, excusez-moi, il y a du bruit. Aucun problème, je me déplace, voilà. Donc, l'État a commencé, depuis longtemps, elle a rénové des sites archéologiques qui n'étaient pas assez, je peux vous dire, assez en ordre pour accueillir les touristes, comme Saqqara, comme les pyramides, comme le temple de Karnak Luxor dans le sud. Tout ça a été réorganisé, retapé, rénové au niveau du confort du touriste, comme salle d'accueil, des toilettes, des routes goudronnées, surtout entre Luxor et Dendara Abydos, qui ont été des sites très bien fréquentés, et les routes n'étaient pas bien. Maintenant, ils ont inauguré des routes très confortables, sécurisées, comme je dis, des éléments sur les sites même, plein au niveau de la sécurité. Il est vraiment à 100%. Même les touristes qui sont avec moi, ils apprécient beaucoup et ils voient à quel point l'État veille à leur sécurité et à leur confort. Je parle les démarches que l'État a fait selon votre question. C'est juste comme ça, j'ai bien répondu? Oui, oui, tout à fait. Très bien, très bien. Voilà. Et aussi au niveau des embarcadères, des bateaux aussi, ils sont retapés, surtout sur les sites bien fréquentés comme Komombo et Edfo, et organisés avec des barrières, avec des portiques électriques, aussi pour les billets. C'est vraiment beaucoup, je peux vous dire, une rebelle d'organisation, l'État a pris déjà. Monsieur Hazem Badawi, que s'est-il passé auprès des compagnies aériennes? Les gens se plaignent que de plus en plus, il y a moins de privilèges, il y a plus comment dirais-je, d'éléments de manière à ce que les passagers doivent payer de l'argent même pour choisir la chaise, pour changer la date du billet. Tout ça existait, mais les choses deviennent de plus en plus difficiles, et surtout en ce qui concerne les valises. Et sur certaines compagnies aériennes, les gens ont à payer pour la boisson, pour manger. Ça devient de plus en plus cher et de plus en plus difficile. Que s'est-il passé? Exactement. Alors, je vous réponds maintenant à votre question. Il a deux parties. En général, des compagnies aériennes, et je parle du côté égyptien, et en général, du côté international, qui ne nous regarde pas comme pays international. Voilà. Donc, au propos de l'histoire, je vais vous répondre en bref. L'histoire que les clients doivent payer la nourriture et les boissons sur les lignes internationales, ça c'est pour l'Égypte ici. L'Égypte offre des petites choses comme casse-croûte comme ça sur les vols domestiques, ça je l'avoue. Donc au niveau domestique je parle, pas au niveau international. Et le problème, deuxième partie, c'est que l'Égypte ici, elle domine toutes les compagnies aériennes. La compagnie nationale de l'État, même il y a deux ou trois petites compagnies à part. Aussi, c'est la compagnie mère, elle domine ça. Et ça, c'est un problème pour les prix, que les prix sont vraiment chers. Et ça, il faut que l'État fasse quelque chose pour le baisser. Mais en même temps, on va dire que le prix de pétrole a augmenté. Le prix ça, c'est quelque chose mondial, que la hausse des prix partout. Donc, c'est un peu compliqué, Madame Maha. Ça, c'est au gouvernement de trouver un moyen, mais vraiment, les prix sont devenus un peu chers pour les clients. Et bien sûr, ça décourage un peu le déplacement. Voilà. Oui, surtout en ce qui concerne les valises, sur certaines compagnies aériennes. Vous avez raison, vous avez raison. Même les petites, les carry-on ne sont plus autorisées, c'est juste un sac à dos. Non mais c'est impensable.
Tout à fait, vous avez raison. Ça, c'est ils exagèrent et ils demandent des prix de plus. Si on a une valise de plus ou une petite valisette, comme vous dites, sac à dos, ils demandent, ils autorisent juste un seul, ce qui est vraiment, je suis d'accord avec vous, c'est pas pratique du tout. C'est pas pratique du tout. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de la politique, c'est des systèmes des compagnies aériennes, ça je ne peux rien dire. Mais vous avez raison. Et les touristes se plaignent, mais qu'est-ce qu'ils font? Et ils sont forcément parce qu'il n'y a pas d'autre moyen ou d'autre choix. Mais vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Malheureusement, malheureusement. Oui. Et en ce qui concerne des vols internes aussi, les prix sont devenus exorbitants et se rapprochent des vols internationaux. Tout à fait, madame, tout à fait. Il rapproche vraiment, il n'est pas loin de ça. Il dépasse les 150 € pour quelques déplacements domestiques. Et bien sûr, le problème que si les clients, la compagnie ou l'agence de voyage, l'opérateur, ils achètent les billets domestiques de l'Égypte, de l'étranger, ils payent beaucoup moins cher que s'ils achètent d'ici. Et parfois, il y a des clients qui sont, par exemple, au Caire, ils veulent aller à Sharm el-Sheikh, ils veulent se déplacer domestique, ils trouvent que le prix qu'ils le payent, il est égal avec le prix international, alors ils ne le font pas. Donc ça décourage. L'État doit vraiment prendre des décisions de faire une exception, même pour les gens qui sont là, qu'on leur fasse un prix raisonnable pour encourager. L'Égypte va gagner de plus s'ils font ça. Et c'est pas un problème. Mais malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça. Oui. Et maintenant, on est au seuil d'une saison importante qui est la saison de Pâques et la saison de Sharm el-Nessim pour les Égyptiens. À votre avis, est-ce qu'il y a là des réservations particulières qui ont été faites pour la fête de Pâques ici en Égypte? Oui, madame, il y a des réservations. À vrai dire, les derniers 2 mois, le mouvement touristique était un peu bas, mais le prochain mois, on parle d'avril jusqu'à mi-mai ou même fin mai, il y a un bon mouvement, un bon réservation. Après ça, ça va baisser. Pas trop, parce que aussi en été, il y a d'autres nationalités qui viennent, comme les Russes, les Italiens, les Espagnols, qui supportent la chaleur ici en Égypte. Mais pour les prochains 2 mois, les réservations sont bien raisonnables par rapport aux derniers 2 mois. Voilà. Monsieur Hazem Badawi, vous êtes guide touristique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.